1, 2, 2... 3. Ah non. Je l'ai fait sur le 3. Bon, c'est pas grave, on se débrouillera. La synchro sera faite. Bon, du coup, les amis, le cadre est de retour 3 ans après, puisque ça fait exactement 3 ans qu'on a fait le premier épisode Exact. au plongeoir de Lutry sur le lac Léman. Et ce qui est drôle quand même, juste, c'est qu'il existe le cadre 3. Mais il est au fond de mon ordinateur. Ah oui, c'est vrai, je l'ai quand même monté, je l'ai monté. Ah oui. Il est fait, tu vois, mais tu vois, les caméras c'était arrêté et tout, on avait fini au téléphone. C'est le cadre 3, donc ça c'est le cadre 4 en fait, techniquement. Ouais. Oh, voilà, je vais l'appeler le cadre 4. Le cadre, comme ça il n'y a pas de 3. Voilà, oh là, c'est incroyable. Ouais. Bon, et du coup, Victor, ça fait 3 ans donc, qu'on a échangé sur notre façon de voir la création et de créer, tout simplement. Qu'est-ce qui a changé depuis 2020 ? Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis 3 ans ? Alors c'est vrai qu'en 2020, on parlait beaucoup de tout le confinement et tout ça, il y avait quand même on va dire un cadre économique, socio-économique assez différent. Ouais. Et là, bon, on est un peu revenu à l'air normal. Moi, personnellement, ce qui m'a le plus marqué depuis 2020, c'est que je me suis vraiment mis dans la photo. J'ai vraiment commencé à faire vraiment de la vraie photo. D'ailleurs, là, j'ai fait un peu une rétrospective et les dernières photos que je faisais en numérique, c'était en 2020, je crois. Et puis à partir de 2020, il y avait juste mes disques durs qui se remplissaient de photos qui n'ont jamais été finalisées, qui n'ont jamais vraiment existé. Ouais. Et donc, c'est depuis, on va dire, 1 an et demi que j'ai acheté le Mamiya, que je suis passé full argentique moyen format. Et maintenant, je n'utilise plus mon numérique. En fait, il me sert justement juste à scanner mes pellicules. C'est intéressant ce que tu as dit là sur finalement la photo qui existe. C'est-à-dire que la photo dans ton disque dur, elle n'existe pas. Exactement. Parce qu'en fait, il n'y a que toi pour la voir. Et même au-delà de ça, tu es en train de me dire que tu l'as un peu laissé pourrir sur ton disque dur. Donc tu l'as même plus vraiment regardé cette photo. Donc cette photo, elle est vivante, mais elle est morte. Enfin, elle n'existe pas vraiment. Ouais, elle n'existe pas. Et puis même, je pense que durant la prise de vue, pour moi, elle n'avait pas de valeur. Et puis elle n'en a pas eu après, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, et c'est ça, je pense, qui m'a permis de comprendre ça, de donner de la valeur à la création artistique. Ça a été l'argentique. Alors après, je pense que j'aurais pu passer par d'autres choses, mais il y avait aussi tout le contexte de mon grand-père qui me parlait de son vieux Mamiya, de mon autre grand-père qui m'a donné son Canon A1 qui était passé, qui avait fait la guerre ou je ne sais quoi. Donc il y avait quand même une histoire, des beaux objets. Et puis le processus, je me suis créé petit à petit. Alors c'était pas facile, hein. Il y avait vraiment au début, les scans étaient nuls, j'ai eu des rayures, j'ai eu il y a toujours eu des problèmes. Mais en créant ce processus, en fait, je l'aime bien, je le connais bien. Tu t'es approprié aussi. Ouais, je me suis approprié. Et du coup, dès la prise de vue, la photo, elle a une valeur. Et ça m'empêche pas, bon, heureusement que je peux mettre un peu d'argent dedans, parce que c'est quand même un peu cher, mais ça m'empêche pas de faire des tests. Il y a des pellicules, parfois, sur les 16 photos, il y en a 10. D'expérimenter, tu veux dire. D'expérimenter, où c'est un peu nul, quoi. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Et en fait, je pense que ces 3 ans, ça m'a permis vraiment de plus... accepter et de revoir la création artistique et de lui donner de la valeur, qu'elle soit positive ou négative. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on apprend. Et toi, dans ton cas, je pense que tu as aussi bien pu créer une sorte de processus comme ça. Alors, c'est plus en fait un espace, quoi. Le Raccoon Studio. Le Raccoon Studio. Non, mais oui, moi, c'est surtout que j'ai le sentiment que sur l'année 2020 et même avant, j'avais ce truc où je sacralisais beaucoup la création et ce que je sortais. Pour moi, c'était ultra important d'avoir un produit, très bien léché, etc. Et finalement, je pense que je regardais peut-être pas la chose la plus essentielle de la création, qui est de faire quelque chose qui te parle et qui raconte un petit peu un moment de ta vie, ou qui raconte un ressenti. Et c'est vraiment ce que j'essaye de faire de plus en plus, c'est alors, comme tu as dit, de m'approprier un processus de création. Je pense que c'est ultra important. Trouver les choses qui te plaisent dans le... c'est ça, il faut que ce soit kiffant en fait. C'est ça. Tout le processus soit kiffant, et je pense que moi ce que j'ai compris aussi, c'est que j'ai rapidement automatisé et simplifié ce qui me plaisait pas, et qui doit être fait. Et je pense que toi tu dois avoir des choses comme ça, où finalement tu as des étapes qui te plaisent pas forcément, mais tu les rends le plus simple possible, et après tu peux libérer ta créativité ailleurs, quoi. C'est ça. Parce qu'en fait tout ça c'est des partis pris, c'est des choix. Et choisir c'est renoncer quelque part. Donc forcément, par exemple, dans mon cas, moi j'aime bien la musique qui est très acoustique, très organique, avec des vrais instruments. Et du coup, c'est plus exigeant sur certaines choses. Donc, par exemple, sur les interprétations, il faut bien jouer les instruments pour leur donner le sens émotionnel que tu veux pouvoir leur donner. Donc, ça demande une certaine habilité pour pouvoir... Dans ton jeu de guitare, dans ton jeu de batterie, dans ton jeu de basse. Donc il y a un côté un peu technique. Est-ce que ça, c'est une partie qui te plaît ?
Ça dépend parce que il y a des instruments sur lesquels je suis à l'aise, donc c'est assez gratifiant de pouvoir donner à la prise l'émotion que tu veux. Typiquement la guitare, parce que c'est mon instrument de prédilection. Voilà, de prédilection que je fais depuis que je suis tout petit. Mais ça peut être frustrant de temps en temps. Typiquement, moi j'ai enregistré récemment des batteries et j'ai fait face à ma propre limite qui était que j'arrivais pas à insuffler l'émotion et la vision que j'avais parce que j'étais face à mes propres limites techniques, quoi. Et mais du coup, un autre truc aussi du coup, que tu as mis en place entre temps, c'est que le processus il est plus seul. Parce qu'en 2020, je me souviens, même moi aussi, on était quand même assez seuls dans notre pratique. Bon, on échangeait quand même pas mal, on avait déjà travaillé ensemble, mais on était assez seuls. Et maintenant, là, du coup, tu interagis avec beaucoup plus de personnes. Donc, le truc frustrant de la batterie, en fait, tu peux le mettre à quelqu'un d'autre et avoir ce complètement. Petit plus. Là, c'est exactement ce que je compte faire pour mes prochains morceaux. De faire appel à un ami batteur qui... Alors, pour moi, le plus important, c'est donc en effet, s'entourer, c'est essentiel si tu veux faire certaines choses que tu n'es pas capable de faire. Et puis, c'est quand même toujours enrichissant de laisser des gens t'aider à obtenir ce que tu veux en termes de vision et d'émotion. Mais par contre, ça demande de bien choisir la personne pour être sûr que cette personne comprenne ton message et qu'elle essaye pas de le travestir ou qu'elle essaye pas... Enfin, il faut qu'il y ait une sorte de match entre les personnes pour qu'in fine, t'obtiennes ce que tu veux, quoi. Il faut qu'une certaine communication, et c'est vrai que mais on en parlait en plus sur le premier épisode, de cette interaction que tu peux avoir avec d'autres personnes, de cette un peu ce côté un peu transversal des arts où tu peux vraiment aller chercher de la créativité, de la nouveauté dans différentes soit différents médiums, soit différents complètement arts, d'autres choses, et c'est vrai que la communication ça c'est quelque chose que j'arrive de mieux en mieux. Déjà au niveau musique j'ai bien appris quand même, je pense. Déjà musicalement tu t'es bien intéressé et je sens que tu t'es aussi approprié un style ou un ensemble d'artistes que tu kiffes. C'est ça. Et oui, en effet, le fait de développer son univers créatif, même dans d'autres formes d'art, ça permet de mieux le définir, de mieux le préciser. Alors je ne saurais même pas comment l'expliquer si j'arrivais à le transposer, ou peut-être que je le fais. Mais je me souviens quand même que j'ai mis quelques musiques des Pink Floyd ou genre de trucs des Beatles dans ma vidéo sur Londres. Parce que je me suis dit, en fait, Londres, l'ambiance, le truc, et puis ça marchait super bien. Et donc d'avoir cette connaissance un peu de ce milieu, cet état, ça transparaît. Pour moi, c'est logique, c'est-à-dire que c'est pas pour rien que t'as pris ces groupes-là, parce que pour moi, ils représentent aussi ce que je disais, c'est-à-dire la musique organique, acoustique, faite avec des vrais instruments, et qui quelque part, on va dire, correspond aussi à ta vision de la photo, qui est aussi très organique et très acoustique, enfin analogique, quoi. Ouais, c'est pas faux. Et tout ça, pour moi, ça cultive un petit peu la même source. Moi, il y a toujours un truc qui me fascine, c'est que finalement, il y a une proposition artistique qui a jamais été aussi grande, enfin qui est vraiment démente, il y a un moucheron, qui est vraiment démente, et en même temps, j'ai l'impression que moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment un tout petit subset d'artistes avec lesquels je connecte vraiment, quoi. Et tu veux dire connecter juste en les écoutant ou aussi en les rencontrant? Non, vraiment là je suis purement sur l'appréciation de l'œuvre. Et parce qu'en fait, finalement, de façon très inconsciente, c'est un petit peu la partie immergée de l'iceberg, tu as tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as vu, toutes les œuvres que tu as aimées, qui te rappellent des souvenirs, des gens que tu aimes, etc. Tout ça, en fait, c'est un espèce d'ensemble immense qui conditionne énormément la suite de ce que tu peux aimer. Et du coup, comme on a tous une histoire très différente, parce que tu vas pas écouter ou voir les mêmes œuvres aux mêmes étapes de ta vie, et ça permet, en fait, plus tu t'y intéresses, à définir quelque chose de finalement très précis, je trouve. Et du coup, le challenge, c'est de trouver des gens qui ont une vision proche de la tienne. Alors, il faut pas un biais de confirmation et puis une sorte de truc où tu t'enterres un peu dans ce... Voilà, oui, je suis d'accord, faut pas non plus être dans un truc extrême dans l'approche. Mais quelque part, la vie fait bien les choses parce que tu rencontres... Moi, ce que je trouve hyper fascinant aussi, c'est que finalement, humainement, c'est aussi des gens avec qui tu vas t'entendre parce que tu auras des choses en commun. Peut-être sur des choses qui n'ont rien à voir avec l'art. Mais finalement... mais tu le dis souvent, le caractère, il transparaît un peu dans l'art artistique, il transparaît dans même le processus que tu mets en place. Donc, c'est aussi la façon dont tu vas communiquer, la façon dont tu vas gérer. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'essaie de comprendre de plus en plus...
dans les vidéos, les photos que je fais, c'est de mettre un peu plus de moi. Et en fait, il y a déjà de moi, mais j'essaie plus de mettre le point dessus et de dire qu'est-ce que c'est, comment je le définis, et comme ça, je vais dans la bonne direction. Même si j'essaie toujours d'expérimenter différemment, des choses différentes, mais il n'empêche qu'au final, j'essaie de plus en plus tendre vers cet aspect-là. Ouais. Et ça, en fait, je pense que c'est le plus compliqué, parce que en 2023, et même c'était le cas en 2020, mais en 2023, je vois quand même de plus en plus. Alors, il y a quand même une sorte de libéralisation un peu de l'art, mais pas tant que ça. On est quand même toujours sur la copie. Hein. Je pense qu'en musique, c'est un peu le cas. En photo aussi, c'est toujours cette personne a inventé un nouveau type de photo, une façon de faire et tout, tout le monde s'y met et fait pareil. Et je pense que le mensonge qu'il faut pas dire, c'est que ça va vraiment t'apprendre à développer ta créativité. La créativité, c'est pas faire comme tout le monde, c'est pas faire le nouveau type de photo ou tester des choses. Alors ça peut t'apprendre des aspects techniques, ça peut te développer, mais ça va t'enfermer dans un truc qui n'est pas toi en fait. Oui, mais c'est intéressant parce que moi, là, récemment, je me suis vachement questionné. Mais c'est drôle parce que tu m'en parlais aussi de vraiment l'acte créatif. Et j'ai vu pas mal d'interviews de Rick Rubin qui en parle, qui est un producteur américain ultra connu. Et lui, il se concentre vraiment sur l'acte de création en lui-même. Et moi, je me souviens que tu me disais, et tu m'en as parlé souvent, et même dans le podcast il y a 3 ans, tu me disais que tu avais du mal pendant cet acte créatif. Par exemple, tu disais, c'est difficile pour moi d'être plus de 30 minutes sur l'écriture d'un texte pour une vidéo, du grading, etc. Pourquoi ? Je sais pas. Alors, par exemple, dans d'autres étapes créatives, c'est pour ça que justement, j'aime beaucoup la photo de rue et tout ça, c'est que, par contre, je peux passer 3 heures dans une rue et être hyper alerte, hyper concentré pendant 3 heures. Ça, c'est pas un problème. Par contre, c'est vrai que après, quand je retouche mes photos et que je dois les inverser, c'est pas forcément la partie qui me plaît. C'est vrai que parfois, je tiens pas longtemps, quoi. Pour l'écriture, ça dépend. Parce que y a aussi un moment... Par exemple, pour la France, j'étais allé quand même assez vite. J'étais assez concentré. Mais c'est vrai que là, pour les derniers, par exemple, là, je suis en train de faire pellicule sur Sky. Et c'est un peu plus compliqué. Mais en même temps, à chaque fois, je reviens sur ce que j'ai vu avant, sur ce que j'ai fait avant. Et je me dis, faut que je fasse mieux, faut que je fasse différent, faut que ça me parle aussi. Et puis finalement, t'as une sorte de... Ton appréciation, en fait, diminue. Et du coup, t'es de moins en moins étonné par ce que tu vas faire. Du coup, t'es toujours besoin de faire plus, tu vois. Un peu comme la drogue, quoi. C'est ça, oui, mais c'est ça, plus t'en prends, moins ça a d'effet, en fait. Et je pense que c'est un peu cette drogue artistique de créativité. Et plus t'en as, plus tu rediminues. C'est-à-dire que si t'as le sentiment de refaire la même chose et de réutiliser les mêmes recettes, tu te surprends plus toi. Enfin, tu te surprends plus toi-même. Ouais. Parce que je sais écrire, genre ça vient dans ma tête chez nous, je me dis ouais, et ça sonne comme ce que j'ai fait avant. C'est pas étonnant, c'est pas nouveau, tu vois. Donc ouais, c'est plus compliqué. Moi je trouve que ce qui est très dur, c'est justement donc le cœur de l'acte de création. Dans la musique, ça serait vraiment le moment où tu prends ta guitare ou un piano pour gratouiller quelques accords et trouver une idée de morceau. Donc vraiment là, on est sur l'émergence d'un morceau. Donc vraiment l'acte créatif dans son essence la plus pure, si tu veux. Ce que je trouve très difficile, c'est de faire sauter certains jugements ou de faire sauter cette barrière à la création qu'est ton propre jugement, qu'est ta propre appréciation de ce que tu fais. Parce qu'en fait, ta propre appréciation de ce que tu fais, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du contrôle de sa propre vision de soi, de sa propre image, tu vois. Oui, alors que ça devrait être quelque chose d'assez organique, en fait, ça devrait venir comme ça, comme quand tu... Mais en fait, il faudrait se faire confiance au point de dire, mais ce truc-là, s'il vient... En fait, moi, j'aime bien l'idée selon laquelle, finalement, ce que tu crées ne t'appartient pas totalement. C'est-à-dire que c'est pas toi. Et donc, tu le... En fait, peu comme, tu vois, un peu comme quand tu as des enfants, tu veux pas absolument tout contrôler sur eux. Il y a un moment où l'enfant, il se développe, il devient sa propre version de lui-même. Le morceau, c'est pareil. Si tu commences à... Moi, en fait, le plus souvent, quand je suis bloqué dans le processus de création, c'est que, en fait, j'arrive avec une idée préconçue du morceau que je veux faire, je compose quelque chose qui veut aller dans une direction, et je veux restreindre cette création à l'idée que j'avais quand je suis arrivé sur ma chaise, et donc je projette. Et le problème, c'est que là, très souvent, le morceau, il a envie d'aller dans cette direction, et moi j'ai envie d'aller dans celle-là, et du coup ça arrive face à une impasse, et l'impasse, c'est j'ai envie d'aller dans cette direction, et le morceau n'arrive pas, parce que c'est pas dans sa nature, à incorporer mes idées ou mes... Mais tu vois, je pense niveau musique, toi t'as de la chance dans le sens que... Parce que ça peut mener à
une forte diversité de produits à la fin. Donc ça pourrait, et encore en musique, je pense qu'il y a quand même un fond qui va rester similaire. Moi en vidéo, si je fais ça constamment, il n'y a pas moyen de faire des séries, ce sera toujours différent, ce sera... Et alors c'est pas grave. Pas bien Ah non, mais je sais, je pense que c'est pas forcément pas bien. Moi dans l'idée, je trouve ça génial. C'est pas ce que aiment les plateformes. Et au bout d'un moment, je vais pas forcément m'adapter à ce que veulent les gens sur les plateformes. Mais si pour attirer... Bah justement, moi ça m'est arrivé récemment là d'avoir des idées de morceaux qui vont dans des directions qui sont pas celles à laquelle les gens m'identifient, et encore à laquelle les gens m'identifient. Oui. Les gens, c'est qui? C'est très peu de personnes. Mais en fait, je trouve que en effet, comme on est, comme tu l'as dit, par le biais de ces plateformes et tout, on se sent obligé de se définir, tu vois, d'avoir, ah bah moi ma patte, ce qui me rend unique, c'est ça, tu vois. Et finalement, ce fait de s'imposer une cohérence, je doute de la pertinence de ce choix-là, parce que finalement, j'ai l'impression que même si toi, demain, tu faisais juste du vlog, ou juste du documentaire, ou du court-métrage, bah, on devrait retrouver Victor Michaud, tu vois. Oui, Quoi non, qu'il bien arrive, sûr, on retrouvera des choses. Et le truc, c'est que j'ai l'impression que l'environnement et les supports sur lesquels on distribue ce qu'on fait ne favorisent pas ça. Ah oui, non, il faut pas Ou forcément peut-être que là, peut-être que je suis dans un biais et j'ai l'impression qu'il faut faire comme ça. Il y a aussi beaucoup de contre-exemples, c'est ça qui est difficile à... Ouais, mais souvent, c'est un peu, après, c'est un biais du survivant. Les contre-exemples que tu vois, c'est ceux qui ont réussi. Oui. Donc, il y a aussi pas mal de gens qui ont raté. Mais, En fait, moi, en tout cas dans la musique, les contre-exemples que je vois, c'est des gens qui, du coup, il faut qu'il y ait une sorte de dénominateur commun sur tout ce que tu fais, qui permettent aux gens de t'identifier. Et en général, c'est des gens qui ont une personnalité assez excentrique ou une personnalité vocale assez poussée. Je pense à des gars comme Sean Nicholas Savage ou Kirin J. Kallinan, ce genre de mecs. C'est des gars qui sont capables de faire des morceaux, mais vraiment dans des esthétiques complètement différentes. Mais on va dire leur voix, leur personnage, leur identité est tellement reconnaissable parmi mille que bah, ça restera cohérent. Tu vois. Et moi j'ai l'impression que c'est pas du tout ce que je fais moi, parce que finalement moi, mon identité, on va dire vocale et de personnage, elle est très peu présente dans ce que je fais par rapport à ces gens-là. Justement, je sais pas toi ce que t'en penses vis-à-vis de ce que tu fais toi, à quel point en fait on met de nous et de notre identité dans, tu vois. Ouais, je pense, pour généraliser un peu, il y a un point important, c'est que si quelque chose est difficile, donc si c'est vraiment difficile de se réinventer tout en restant dans une sorte de cohérence, et en fait c'est un peu ton style, c'est un peu t'as un process, t'as une idée, si c'est difficile, c'est qu'il y a sûrement, soit c'est que c'est pas la bonne direction, soit que c'est justement la bonne direction à prendre parce que c'est là où tu vas s'améliorer. Je pense que c'est pas forcément gênant de rester dans son style, et puis d'aller chercher le maximum que tu peux faire avec en fait. Alors faut pas le cloisonner non plus, faut qu'il reste un peu poreux, et c'est pour ça que moi j'essaye beaucoup justement d'aller essayer d'autres choses, tu vois, de faire des podcasts, de faire des face cam, comme ça j'apprends à parler, et au final bah, ça m'aide aussi pour la voix off, ça m'aide aussi pour les prises en temps réel ou je ne sais quoi. Et du coup, oui, et d'aller voir un peu ailleurs, mais après toujours de se concentrer sur ce que tu sais faire et le faire encore mieux, quoi. Donc je pense pas que ce soit négatif. Et parce que je reviens sur l'idée que tu disais de l'enfant, enfin de l'idée artistique qui est un enfant qui se développe. Si elle se développe complètement out of control tout le temps et que tu fais ça à chaque fois, c'est un peu du laisser aller en fait. Il y a moins de contrôle, en fait il y a pas qu'il y a moins de travail, mais il y a moins ce côté de il faut s'y mettre à un moment. Et j'ai l'impression que quand on non, dit parce ça, que moi quand je dis ça, c'est pas du tout c'est pas dans l'idée de l'organisation, tu vois, c'est pas dans l'idée du calendrier en mode bah quand l'inspiration viendra. Non. C'est pour moi justement au contraire, c'est même une incitation à être justement dans ces moments-là ultra attentif et de justement de pas sacraliser l'œuvre mais de sacraliser le moment de création, dans la mesure où tu te dis bah là pendant 40 minutes je coupe mon téléphone, je coupe toutes les distractions parce que je vais être là disponible pour développer cette œuvre, et puis par la suite tu refais une session et pareil, et donc c'est être quand même proactif et disponible dans la démarche. C'est juste que si le morceau demande ou la vidéo demande d'aller dans une direction qui est pas celle que tu avais, c'est l'idée préconçue en fait que je remets en question. Mais c'est aussi peut-être parce qu'on a des fonctionnements différents, et moi je sais que je peux facilement vouloir poser beaucoup de contrôle sur ce que je fais et sur et parfois ça me demande plus d'effort de lâcher prise et de dire bah là ce truc là il a envie d'aller dans cette direction, laisse-le faire. En vidéo, en photo, c'est exactement ça, parce que
Bon, moi, vu que j'ai la flemme d'écrire et de préparer mes vidéos avant d'y aller, Mm. je pars en voyage et en fait, je sais absolument pas. Enfin, je fais quelques petites recherches avant, mais je sais pas où ça va aller parce que du coup, quand j'arrive dans l'endroit et qu'en fait, je vois qu'il y a telle ambiance, il y a telle atmosphère, que c'est plutôt joyeux, que c'est plutôt. Et en fait, au final, quand je vais faire ma vidéo, elle va forcément refléter ce qu'il y a. Et en photo, c'est exactement pareil. J'arrive dans un endroit, je sais pas, je capte quelque chose. Donc, il n'y a pas de direction. Donc, c'est vrai que c'est un peu différent parce que et en même temps, j'ai envie de te dire, c'est différent, mais je pense qu'on peut faire une sorte de parallèle un peu métaphorique par rapport à ça. C'est que toi, tu captes dans le monde des idées une musique, peut-être tu la prends, elle vient à toi, et puis après tu la développes. Et moi, c'est un peu pareil en la photo. C'est comme si on cherchait à peut-être à apprivoiser un cheval sauvage, et puis après, en fait, lui, il va un peu aller où il veut, le cheval, mais tu Oui. vas avec lui, tu vois. Mm. C'était son cavalier, t'es avec lui, et puis c'est là, et puis après, ouais, c'est vrai que tu peux pas les faire aller où tu veux. Mais Et lui, est-ce inversement. que quand tu te donnes, c'est un bon exemple que tu as donné, le coup du voyage. Mm. En mode, je suis d'accord, c'est évident que tu peux pas savoir dans quel mood tu seras dans le lieu, Mhm. parce que l'univers, bah, tant que t'es pas allé sur place, Mhm. tu sais pas l'ambiance, tu sais pas. Exact. Mais en même temps, t'as quand même une idée en tête, genre t'as pris ta caméra, Oui, oui, oui. tu t'es donné une certaine quantité de matériel qui, que tu le veuilles ou non, trahit une part d'idées préconçues de ce que tu voulais faire sur place. Oui, mais je prends tout mon matériel, du coup je choisis pas, donc je renonce pas. Bon, ça c'est un autre débat. Donc non, je me laisse quand même les possibilités. Après, c'est sûr, mais je pars dans le processus que je connais et que je gère bien. C'est-à-dire un processus qui implique de porter énormément de matériel, mais qui fonctionne. Et est-ce que je projette Mais une idée quelque part, je sais préconçue? pas, justement, par exemple, tu prends un gros sac de matériel avec un drone, plusieurs objectifs, etc. Mhm. Quelque part, ça va aussi conditionner le fait que tu voudras utiliser tous ces trucs-là, parce que tu te diras, sinon je les ai amenés pour rien, tu vois. Oh, tu sais, je ramène souvent des trucs pour rien. Donc après, ouais, non, bah, t'as la possibilité, mais après, sur le moment, tu vois comment ça s'adapte. Tu vois, tu te rends compte qu'en fait, les rues sont très serrées, qu'il y a une autre façon de raconter, qu'en fait, tu veux plus aller peut-être se rapprocher des gens, ou justement, peut-être moins se rapprocher des gens parce qu'ils sont pas forcément accueillants ou exprimer certaines choses. Mais tu l'as sur le moment. Et je pense, comme tu le dis, c'est important de le voir de façon très empirique et via l'expérience. Et c'est pour ça que le mieux, ce serait d'y aller une fois en repérage, d'y retourner pour faire le tournage, et éventuellement d'y retourner encore pour refaire des shoots et peut-être prendre le son et prendre les ambiances et tout ça. Mm. Ça, ce serait le mieux pour avoir vraiment un point de vue global et puis de comprendre. C'est pour ça que j'adore tourner des vidéos, tourner des vidéos dans des endroits où je suis déjà allé. Parce que je peux passer 3 fois à Londres, on est passé 4-5 fois au même endroit, et à chaque fois c'était différent, et puis à chaque fois j'ai découvert une façon d'exprimer l'endroit et de le voir, et puis d'ailleurs j'ai vu des choses qui ont changé dans l'endroit, Mm. et c'était intéressant de voir cette évolution-là. Donc non, je projette pas tellement, je pense, mais c'est sûr, comme tu dis, le processus que j'ai en moi et aussi le matériel va forcément orienter ce que je vais faire, c'est sûr. Mais tu peux pas avoir quelque chose qui est complètement, qui permet complètement tout, quoi. Mais c'est ça que je trouve très difficile, c'est de savoir le moment où justement tu vas laisser tu vas lâcher un peu plus de laisse vis-à-vis de ce que tu crées, Mhm. et que du coup ça va te faire expérimenter quelque chose de nouveau et que Ouais. ça va être une bonne idée. Et la fois où tu vas le faire un peu de façon peut-être pas pour les bonnes raisons, Mhm. où tu vas peut-être un peu le forcer, Mhm. et en fait de savoir à quel moment, en fait d'avoir la confiance suffisante pour te dire, bah ce truc là c'est quelque chose que j'ai jamais fait, qui est un peu une sortie de zone de confort, Mhm. mais je le sens, j'y vais. Mais alors moi quand même je sors Sans le plus. forcer, sans Ouais. le faire au forceps, tu vois. Ouais, mais alors quand même, faut faire un peu, je pense, la part. Il y a peut-être plusieurs phases, on va dire, plusieurs niveaux de créativité. Par exemple, toi, quand tu composes, c'est vraiment la créativité pure qui vient. Moi, ce serait peut-être l'équivalent d'être dans la rue et de prendre la photo et de capter l'instant. Hmm. Et après, tu as tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, pour toi, tu as la prise de son. Ouais. Là, tu as quand même des étapes de créativité et quand même Bien des choses sûr. que tu peux mettre. Mais c'est beaucoup euh, plus organisé, c'est un algorithme presque, tu vois, tu me fais les choses comme ça, alors tu mets de la créativité dedans, mais ce que je veux dire, c'est beaucoup moins organique, toute cette partie-là, tout le parti montage, toute la partie, c'est plein de règles en fait, c'est plein de quelque chose que tu répètes comme ça, et il y a des étapes, moi, qui me plaisent pas forcément, et c'est là où aussi, je pense que je manque un peu de capacité à mettre de la créativité dedans, c'est pour ça que ça me fait chier, que j'arrive pas à Enfin, rester plus de juste 30 minutes là, dessus. pour moi, la partie entre le moment où tu composes le morceau guitare-voix et le fait d'imaginer l'arrangement Mm. et l'esthétique et tout, ça c'est encore ultra créatif, hein. Et même le mix c'est encore Oui, créatif. oui. Pour Non, moi, ouais, je suis c'est d'accord, mais ce que je tu veux dire, t'arrives à. oui, Il mais t'es y a un d'accord avec moi que moment. c'est pas la même forme. C'est pas la même forme de créativité. On a un truc hyper dans le ressenti, hyper dans l'émotion,
où tu as quelque chose qui émerge. Et là, on parle d'une créativité qui est quand même plus dans un truc un peu plus rationnel, un truc un peu plus organisé, tu vois. Ah, mais moi je suis pas d'accord, parce que je trouve dans l'arrangement, c'est aussi vachement là que l'émotion vient. Parce que moi je mais trouve que c'est plus l'arrangement, ça reste quand même difficile. mettre des pistes sur un ordinateur, Non, 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 enregistrer non, des parce trucs. que c'est choisir les instruments, trouver des textures sonores qui sont au service de l'émotion. Mhm. Pour moi, Ah non, mais c'est au plus final, c'est difficile. toujours ça. Ouais. D'ailleurs, tu le vois souvent, tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui, quand ils font des tournées guitare-voix pour des raisons logistiques et des raisons, tu vois, ouais, pratiques. Mhm. Et bah, les morceaux en mode guitare-voix, moi, il y a plein de moments où je retrouvais pas l'émotion de la version studio, Oui. parce qu'il n'y avait pas tel ou tel élément qui, quand il arrive au bon moment, au bon endroit, moi je trouve que l'arrangement, au contraire, c'est encore quelque chose qui est vachement dans l'émotion et vachement créatif. C'est peut-être par la suite, quand tu es plus dans des considérations de mix et Ouais, tout, ouais. que petit à petit, c'est plus. Bah, Rick Rubin, il en parle et il dit, justement, il distingue différentes étapes de création, un Ouais. petit peu comme ce qu'on vient de dire, et il dit que la partie un peu qu'il faut respecter et dans laquelle il faut être le plus. Où il faut avoir la démarche la plus. Comment dire Plus efficace, la plus. Non, mais où tu es plus focalisé sur l'émotion, Ouais. où tout ce qu'on vient de décrire, bah, c'est vraiment les premières phases, jusqu'au Ouais. fait où tu fais certains choix, Mhm. mais là ça doit être au service de l'émotion, etc. Mhm. Et ensuite, dans les phases de finalisation du produit final, qui est ton morceau, qui est ta vidéo, Ouais. c'est là que tu peux peut-être faire rentrer un peu plus de considération commerciale, de format, ouais, de ouais, c'est vrai. distribution, tout ça. Mhm. Mais il dit que sur les premières étapes de composition, arrangement, etc., il faut le plus possible s'affranchir de ces choses-là Ouais. qui risquent comme on a dit, d'aller dans des impasses où Mhm. finalement bah, tu te mets un set de contraintes qui est trop fort et qui te bloque Ouais. et qui t'empêche d'avancer. Et alors je m'avance à une analyse un peu particulière, mais j'ai l'impression que le passage entre ces différentes phases, il est pas facile. C'est souvent la logique voudrait que tu pars sur forte créativité, forte émotion, et puis après tu dérives, comme tu dis, sur quelque chose de plus organisé pour finaliser le produit. Cette transition-là, elle marche bien. Moi, le problème, c'est que je pense que j'ai cette phase-là au début quand je fais la vidéo. Après, j'ai une phase de dérochage, en fait, j'essaie d'analyser, de comprendre ce que je voulais, ce que j'ai vécu sur le moment et ce que j'ai voulu faire. Et après, je dois revenir à une phase plus artistique et dans Ouais. l'émotion. Et je pense que revenir à ça, c'est super dur. Et c'est pour ça que j'ai du mal à écrire et parfois à me remettre sur des trucs, parce que j'ai du mal à me replonger dedans. Et donc peut-être qu'il faudrait que j'arrive à changer un peu à faire un micmac pour changer un peu ça, pour garder justement cet élan-là. Peut-être par exemple, je dis une idée bête, mais si ça se trouve, quand tu fais tes voyages, tu captures le jour même et le soir dans ton Airbnb, tu vois, J'écris. Je pourrais écrire justement, à ce tu moment-là, puises parce que tu ouais. gardes ce momentum un peu. Ouais, ouais. Et moi, je crois vachement à cette idée-là. On a souvent des sortes de pulsions créatives avec une sorte de force. Et cette force-là, il faut la chérir parce que c'est incroyable ce truc. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que moi je me dis, bah, les moments où j'ai ces poussées créatives, j'ai une idée et que je suis à moitié distrait parce que je reçois un message ou je sais pas quoi, Ouais, je trouve que c'est un peu du gâchis, c'est un peu dommage. Faut les chérir, c'est sûr. Retraite artistique, moi ça me tente bien de faire ça. Mais retraite artistique, sur le papier, moi je suis d'accord, mais je trouve que si demain tu me le proposais et tout, j'aurais peur de forcer le machin et de justement. Oui, mais c'est pas le but, c'est ça, c'est qu'il faut pas que ce soit forcé, mais c'est juste. Parce qu'il y en a, en fait, le problème c'est que je connais des gens qui font ça et qui y vont direct avec beaucoup d'attentes ou beaucoup d'objectifs. Du style, je dois écrire un album en une semaine. Mais tu vas faire ça, tu vas te bloquer totalement parce que tu te mets un set de en fait, tu te mets des attentes. De toute façon, en général, dans la vie, on a toujours tendance à se mettre des attentes très élevées, quoi. Non, mais après, l'idée de la retraite artistique, c'est aussi faire interagir différents artistes dans différents types d'art pour justement permettre à cette diversité qui manque, je pense, à un moment. Moi, c'est vrai que, en fait, même depuis 2020, quand même, ce qui a changé, c'est qu'on a fini les études. Et moi, je me souviens quand même que les études, pour cette diversité et cette arrivée d'information et d'intellect, étaient quand même un peu mieux. C'est plus compliqué après quand t'es dans un boulot et que c'est plus carré. Je sais pas si c'était ton cas, mais moi, j'apprenais tellement de choses et mon cerveau était toujours en ébullition. Donc là, la créativité, elle venait assez rapidement parce qu'il y avait beaucoup d'input, d'informations. C'est aussi parce que toi, t'as une approche de la créativité qui est assez intellectuelle, justement. Oui, voilà, qui est assez... ça se voit dans ce que t'aimes, dans les films de Nolan, tous ces trucs-là, quoi. Et moi, c'est marrant parce que j'aurais plutôt tendance à dire l'inverse, parce que la période étudiante, c'est... Moi, je pense que c'est une période où j'étais pas suffisamment...
j'avais pas suffisamment créé une atmosphère que j'aimais, un endroit où j'étais encore pas mal en recherche. Il y a aussi ce truc où tu as beaucoup d'incertitudes sur l'avenir, et ça, je trouve que moi qui suis d'un naturel assez anxieux, ça aidait pas. Et finalement, le fait de m'être installé, d'avoir construit cet espace qui est à moi et dans lequel je me sens bien, déjà, il y a un truc bête, mais quand tu finis ton travail, le soir, c'est fini, t'as pas de travail à la maison et tout. Ouais, alors que les études, c'est pas le cas. Moi, c'est marrant parce que je me suis fait la réflexion l'autre jour, parce que j'ai eu une semaine où j'ai fait pas mal de production et de mix et tout. Et en fait, j'ai le sentiment que quand je rentre chez moi, il y a une deuxième journée de travail qui commence un peu. Ouais, exactement. Et voilà, bon, j'ai de la chance aussi d'avoir un travail qui, quand je rentre à la maison, déjà je rentre pas ultra tard, et puis je suis encore disponible physiquement et mentalement pour me replonger dans le truc, tu vois. Ouais, c'est vrai, moi aussi je fais souvent ça quand même, je rentre, je dois faire peut-être 1 heure, et dans le train aussi je travaille un peu plus. Mais c'est vrai que durant quand même les études, et c'est étonnant toi, c'est que ce soit l'inverse, mais je comprends tout à fait, et moi j'avais besoin de cette effervescence intellectuelle, d'avoir beaucoup de choses. Ça te stimulait, quoi. Ça me stimulait complètement, et en fait du coup après j'arrivais toujours à le transposer à quelque chose, et quel que soit le degré de comment je le transposais, j'ai pu faire des vidéos directement sur les cours, mais aussi ça m'avait aidé à comprendre plein de choses. Et là, c'est vrai, par exemple, j'ai refait quelque chose qui justement m'aide. Je lis un livre sur Sky pour justement trouver des histoires à raconter dans ma vidéo. Et ça, par contre, intellectuellement, c'est génial. Alors, c'est écrit super mal en anglais et tout, c'est horrible. Genre, c'est du vieil anglais et tout. C'est vraiment pas le meilleur livre, quoi. Mais il y a des histoires, il y a des trucs, tu vois, tu projettes, t'arrives je pense que par exemple lire un livre, c'est quelque chose qui dans la créativité c'est assez proche finalement, t'arrives à créer justement ce que tu lis, et ça c'est un exercice qui m'aide beaucoup en ce moment. Donc il faudrait que je trouve d'autres aspects pour revenir justement à cette effervescence intellectuelle plus, quoi, parce que comme tu dis, on a un travail, et puis le soir il faut que ça marche, quoi. C'est pas tu rentres et tu dis j'ai 2 heures, c'est quand que ça s'allume la machine de la créativité là pour que ouais, c'est clair. Et puis en même temps, si tu te mets un objectif de résultat très fort, c'est un truc qui risque même plus de... Mais ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, moi, si je prenais ton exemple de Sky, moi j'aurais plutôt tendance à dire que c'est le ressenti et l'émotion de l'endroit qui vont me pousser à franchir le pas. Est-ce que toi c'est ça aussi donc si on reprend mon exemple de le soir je dérush, ou est-ce que tu as besoin d'avoir justement un truc plus intellectuel et plus de compréhension, tu vois, du lieu, là le problème c'est que plus que l'émotion en fait du moment, tu vois. Là justement, parce que vu que j'avais pas préparé comme d'habitude la vidéo avant, clairement je vais aller dans une direction justement moins intellectuelle, moins descriptive. C'est vrai que dans la vidéo de Londres j'étais quand même un peu dans l'entre-deux, dans l'émotion, mais aussi dans la description de ma vision, et ce qui je trouve était bien fait dans Londres. Et là dans Sky, vu que le lieu, alors en fait je l'ai ressenti sur le moment, mais du coup là j'essaie de mettre les mots dessus, c'est que sur le moment Sky ça a vraiment un côté magique. Je crois pas à la magie, mais il y a ce ressenti, il y a cette énergie un peu qu'on ressent quand on est comme ça avec les petites maisons, et puis du coup après là je suis en train de lire un livre justement sur les légendes de Sky, et je vais essayer de l'intégrer dedans parce que c'est comme ça un peu que je l'ai vu. Alors je le savais pas à l'époque, je savais pas comment ils s'appelaient les ferries et tout ça, et toutes les petites légendes qu'il y a associées, et maintenant que je les connais je vais pouvoir les intégrer dans la vidéo pour avoir ce côté un peu plus comme je l'ai vécu moi, comme quand j'y allais je me disais mais en fait attends, il y a quoi derrière ce petit buisson, il y a une petite fée, enfin il y avait un peu ce côté là comme ça, un peu conte, quoi, un peu conte, un peu magique et tout ça, et donc ça je vais essayer de le transposer. Donc oui, me remettre un peu dans le livre, ça me remet un peu comme si j'étais de nouveau à Sky et que je me baladais en imaginant ces choses là. Donc ouais, je pense il faudrait que je retrouve un peu plus des petits outils en fait qui me permettront de me remettre dans des états comme ça créatifs. Et les livres c'est bien, les photos. Moi c'est ça qui me fascine chez les artistes qu'on adore, tu sais, qui sont vraiment des artistes qui ont une grosse expérience, une grosse carrière, et c'est que on sent qu'ils ont trouvé un processus qui leur permet qui est autogénératif un peu, qui leur permet d'avoir une grosse output, parce que c'est des gens qui sortent beaucoup d'albums ou beaucoup de vidéos ou beaucoup de films, et tout en laissant de l'innovation arriver, tout en restant pertinent, et ça je pense que c'est vraiment un truc d'expérience, et moi il y a aussi un truc que j'adore, c'est que je suis convaincu que tout ce cheminement qu'on fait, c'est un truc qu'on on apprend énormément sur soi, bien sûr. et
en fait, pour la compréhension et la conscience de soi, c'est génial. C'est génial. En fait, l'art, c'est un des trucs les plus... Mais par contre, tu vois, je pense que de plus en plus, les réseaux, la société et tout ça, poussent pas dans la bonne direction, à mon avis, sur la créativité. Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est compliqué en fait, de se comprendre soi-même, de se trouver, d'essayer de savoir comment se mettre dans cet état de créativité, c'est pas facile. Et Instagram, il te dit quoi? Il te dit non, mais pour être créatif, t'inquiète, il faut juste faire comme tout le monde et faire des vidéos à l'envers, filmer je sais pas comment, faire de la musique avec une guitare dans l'eau. Enfin, tu sais, des trucs en fait qui sont très simples, qui sont ça se vend, c'est simple, tu vois. Tu dis ok, ah bah je vais essayer de faire une vidéo où je filmais à l'envers, ou je sais pas, je filmais avec une GoPro pendant des scènes, tu te donnes des contraintes débiles. C'est pas ça la créativité. C'est très orienté sur la forme, quoi. Ouais, en fait, c'est pas ça la créativité. C'est pas comme je te dis, ah ouais, moi j'ai jamais fait ce type de vidéo, du coup je vais le faire pour être créatif. Non, en fait, juste continue dans ce que tu sais faire et fais le mieux que tu peux, tu vois. Enfin, c'est bien de se diversifier hein, pour apprendre des choses et tout, mais c'est pas ça la créativité. La créativité, c'est pas aller dans un autre domaine que tu connais pas et créer un truc. Il y aura d'autres personnes qui l'ont fait. Et je trouve que c'est un peu le mensonge qu'on voit sur Instagram quand on dit be créative et tout ça. En fait, ça n'a rien de créatif. C'est juste d'autres outils, ça d'autres façons de favorise, faire. oui, ça favorise, on va dire, peut-être un type de créativité. Ouais. Qui... Et au final, le problème, c'est que tu te concentres plus sur ce que tu sais faire et ce qui te plaît, et tu vas pas le pousser assez loin, et tu vas juste un peu aller partout comme ça, et dire ouais, je sais tout faire, et je sais faire plein de types de vidéos, plein de types de photos, plein de types de musique, et j'ai testé plein de techniques et tout, mais en fait, au final, tu t'es juste généraliste sans savoir vraiment faire un truc. C'est surtout que, pour moi, c'est pas tant ça, c'est plutôt le fait que tu vends quelque chose, en fait. À la fin, moi, c'est ça, le sentiment que j'ai, c'est qu'in fine, ces gens-là, dont on parle, ils sont plus dans une démarche de vendre une image, de vendre quelque chose, plus que de s'exprimer. Ouais. Et moi, c'est ça qui m'agace dans les réseaux sociaux, c'est le côté où tu as le sentiment que tout le monde vend quelque chose. Il arrive pour vendre. Alors ça peut être de l'image, ça peut être vendre un produit, ça peut être vendre un univers, personnage, mais ce que j'aime pas, c'est la démarche de vente. C'est le fait où tu as l'impression que la personne, dans c'est pas, comme tu dis, drivé par l'envie ou l'envie d'apprécier le processus. C'est d'arriver à une finalité très précise dans un certain nombre de codes et de standards. Puis du coup, rétroactivement, même ça influence l'idée de base, la petite pépite créative dont on parlait, l'étincelle créative du début, ça l'influence complètement. Bah oui, ça la travestit. Et il y a des gens qui vont faire, je sais pas, un type d'hyperlapse hyper particulier, mais ils vont faire dans le paysage parce que juste il faut le faire comme ça. Et ça n'a aucun sens. C'est pas très beau, ça sert à rien. Mais bon, vu que ça dure 10 secondes et que ça en met plein la gueule avec de la musique, ça peut passer, tu vois. Parce que le produit, au final, c'est surtout quand, en fait, il y a un autre truc que je trouve très important, c'est quelle métrique, en fait, tu utilises pour te satisfaire. Est-ce que, en effet, si tu es juste sur une métrique de succès en termes de chiffres, il faut faire ultra gaffe avec ces chiffres, parce qu'en fait, pour moi, ils dénotent en rien le vrai engagement émotionnel qu'ont les gens vis-à-vis de ta création. Et il y a des gens qui peuvent avoir beaucoup d'écoute, beaucoup de vues, mais t'as 1 million de personnes qui ont cliqué et qui ont dit « Ah, c'est cool ». Mais combien de personnes se sont vraiment dit « Il s'est passé un truc, je me suis connecté émotionnellement à ce que t'as fait, etc. » Mais en fait, ce truc-là, bah, on n'a pas les métriques pour le voir, on sait pas combien... Mais en fait, c'est ça qui est le plus important. Oui, alors... Quand même, de façon importante, je pense que, et tu disais justement l'idée du produit, les personnes, moi j'ai la chance d'avoir un autre job à côté et de ne pas vivre de la photo. Je dis une chance parce que fait au final, sinon il faudrait que je crée ça comme un produit, il faudrait que ça devienne un produit. Et j'ai pas envie, ça me plaît pas. C'est une certaine liberté, ça nous procure une liberté parce qu'on peut faire, entre guillemets, on peut faire ce qu'on veut. Mais en soi, c'est pas la même chose et c'est pas moins bien. Ce qui me pose problème avec les réseaux actuellement, c'est qu'on donne l'impression que c'est la même chose, que cette idée de produit et cette idée de création artistique sont la même chose, ont la même valeur, alors qu'en fait c'est pas vrai. Alors les valeurs, elle n'est pas en dessous ou au-dessus, c'est juste qu'on confond les deux, et c'est ça le problème. On confond les deux, et donc on dit aux gens en fait, bah pour être créatif, pour faire de l'art, fais ce produit-là, et en fait, et c'est faux en fait, et tu peux faire les deux, et le problème c'est que j'ai l'impression que, enfin en fait... Mais est-ce que vraiment ça nous incite, parce que si t'es pas sensible au côté succès sur les réseaux, de faire beaucoup de vues, etc. Est-ce que vraiment ça t'incite à le faire? Parce que finalement, c'est peut-être ça, c'est qu'en fait, nous, on aime... T'as aussi l'extrême inverse de gens qui vont faire, je sais pas, des photos floues, ils sont dans des écoles de photos et qui font l'extrême inverse, tu vois, de pas du tout produit.
le truc d'aller faire des trucs pas très beaux, et puis en fait c'est oui, mais tu comprends. Tu Ouais, racontes, très conceptuel. très Ouais. arty et tout. Tu vois, t'as vraiment les deux extrêmes. T'as le truc qui se vend le produit et tout. Bah, il faut être à peu près au milieu, tu vois. Et quelque Genre... part, moi je trouve qu'au contraire, le côté très conceptuel, c'est très produit aussi. Ouais, mais ça c'est fait pas... très produit parce que en fait, oh regarde, je fais cette œuvre pour dénoncer ou je sais pas quoi. Bah, c'est quand même une sorte d'empaquetage. C'est juste que c'est pas un empaquetage pour faire du like ou de la vue. C'est un empaquetage idéologique ou politique. Exactement, tu vois. Ouais, mais en fait, finalement, c'est aussi Finalement, un produit, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est parce qu'en fait, ils ont des codes différents. Faut que ce soit pas beau, faut qu'il y ait des gens nus et que c'est souvent des trucs comme ça. Oui, en fait. voilà, c'est en fait t'as tout un tas de choses. Finalement, ouais. Parce que là, le truc le plus important, c'est d'arriver avec une forme qui va faire réagir les gens, mais pas forcément te raconter toi ou raconter vraiment faire quelque chose qui te plaît et te raconter toi. Mais du coup, je pense que toutes ces choses-là, ils ont leur valeur, et puis il n'y a pas de moins bien ou plus bien, c'est juste qu'il faut pas les confondre, parce qu'au final, tu comprends pas en fait où tu es. Tu peux faire... Il y a des gens qui le savent très bien, hein, mais j'ai pas l'impression que les réseaux poussent à cette compréhension-là. J'ai des amis qui font de la production, et eux, ils le savent pertinemment. Ils me disent, mais moi, je suis pas photographe, je fais des produits, je réponds à un cahier des charges, et je le fais, et il le fait bien. Alors après, moi, j'ai quand même au fond de moi un peu une pensée en disant de quand même faire ce petit détour et de passer de temps en temps par la case création artistique, vraiment art, ça peut quand même t'aider à être meilleur pour aussi faire des meilleurs produits. Et ça se voit d'ailleurs, hein, pour des grandes productions, des réalisateurs, quand ils font des pubs, ça sonne mieux, il y a quelque chose derrière et tout. Et je pense qu'en fait, si tu travailles dans ce domaine-là, tu peux faire l'aller-retour un peu entre les deux, c'est bien de quand même se donner des projets artistiques et tout ça. Et inversement aussi, je pense qu'il faut pas non plus, quand tu es juste full dans le projet artistique, toujours considérer que ta création, elle a pas d'empaquetage, comme on dit. Elle aura un support. À un moment, elle va sortir dans le monde, et tu peux pas la sortir comme ça, complètement nue, ta création. Et puis il faut aussi la rendre accessible. C'est ça, en fait. C'est ça qui est difficile, c'est d'arriver à savoir ce qui est de l'ordre de l'empaquetage qui permet aux gens de digérer ce que tu as apporté. Ouais, j'aime bien le parallèle de l'enfant que tu disais. C'est-à-dire qu'en fait, si ta création, c'est ton enfant, au début, il naît, il est nu, il pleure, il est moche, et après, en fait, tu le... Enfin, moche. Wow, bold statement. Là, il y a une unpopular opinion. Non, mais bon, bref. Après, il est mignon. Mais bref. Mais du coup, tu lui apprends, tu vas la développer, tu vas à un moment l'habiller, parce que c'est comme ça que le monde veut qu'on se fasse, et après tu vas peut-être le mettre à l'école et tout, enfin peut-être, j'espère. Et donc en fait, je trouve que le parallèle, ça c'est intéressant. Oui, c'est trouver le juste milieu entre se conformer à ce qui au code et à ce qui t'est un petit peu imposé par la société, mais en même temps pas ne vivre que par ce prisme-là. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut faire un peu les deux. Et c'est quelque chose que je pense que durant ces 3 années, là, j'ai compris de plus en plus. Et toi aussi, en partie, parce que, attends, on peut voir quand même que tu as fait un disque vinyle, là. Ah, bah, tu as sorti un produit. Ouais. Tu as fait quelque chose, oui, tu as produit quelque chose. Et jolie photo. Non, mais c'est cool. Et là, tu vois aussi, d'avoir quelque chose de concret, d'imprimer ses photos ou de mettre sa musique sur un objet concret, je trouve que ça leur donne vraiment une existence, une valeur. Après, ça devient quelque chose. Moi, finalement, si je devais résumer un petit peu ce disque et ce qu'il représente pour moi, c'est vraiment... je l'ai fait dans le grenier de chez mes parents l'année dernière. Et en fait, le grenier, pour moi, ça symbolise cet espace de création dont je te parlais, dans lequel je me sens bien et dans lequel je sens que je peux m'exprimer. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'en fait, quand j'ai choisi cet appartement, le fait qu'il soit sous les toits, donc mansardé, je pense que même, tu vois, inconsciemment, je me suis dit, mais je me retrouve dans ce grenier-là. Et du coup, ça m'a remis dans un environnement que je connaissais et dans lequel je me sentais bien. Et finalement, ce que j'aime bien, c'est que c'est un produit, donc c'est bien empaqueté, il y a une jolie photo, il y a un disque et tout, mais in fine, c'est le grenier, tu vois. Genre... Moi, quand je le réécoute, ce qui me plaît, c'est que j'ai l'impression que ça reste très authentique à ce que j'ai voulu dire dans ce grenier, tu vois. Et je pense que ça doit faire plaisir d'avoir vraiment
Ouais, de le produire, il est là, il est devant toi, c'est tout un projet et c'est pas que un signal, tu vois. Moi, ce C'est que pas que. j'adore, c'est qu'en fait, l'objet, in fine, il crée des interactions avec les gens. Mhm. Et parce que dans les distributions numériques de tes vidéos, de tes morceaux, t'as pas le regard sur ce qui interagit, comment il Mhm. interagit, ses émotions et tout. Et le fait de donner un disque à quelqu'un, Ouais. de le dédicacer, de discuter, en fait, ça crée un moment d'échange. Mhm. En plus, les gens, ils sont souvent, tu vois, quand tu leur fais une dédicace, il y Ouais. a ce moment où tu te dis, moi, il y a toujours ce moment où je me dis, mais qu'est-ce que je dédicace? Donc ça veut dire qu'il faut trouver un point commun ou quelque Ouais, un point chose. d'interaction, de communication. Ouais, Ouais, et c'est un petit peu comme quand t'écris un mot pour une carte d'anniversaire de ouais. quelqu'un, Ouais. tu vois, il y a un truc. Ouais. Du coup, je trouve que ça, Puis en fait, ça, ouais, ça incarne un moment ouais, d'échange un peu privilégié avec les gens exactement. qui écoutent ta musique, Ta quoi. création prend vie, elle est pas finie justement quand t'as finalisé ton mix et que elle prend vie après, elle prend vie au niveau des interactions. Puis après, c'est aussi quand tu revois quelles erreurs éventuellement que tu aurais fait, tu les vois et tout. Mm. Et ça, moi, je pense que je l'ai pas fait, hein, j'imprime un peu, mais je vais faire un livre bientôt, je pense. Enfin, Ouais, je vais faire un livre. Et du coup, bah, ouais, j'aimerais bien avoir ça, cet objet. On avait déjà fait un livre avec Lucie en ouais, a fait un aussi. Et c'est bien d'avoir un objet ouais. fini. Par contre, là, pareil, c'est compliqué de voir comment tu peux le créer parce que tu as ton produit déjà photo, qui est déjà un produit, et tu vas déjà l'intégrer dans un autre projet. Et c'est une nouvelle façon de voir l'art, en fait. Et Et surtout, ça, c'est un argument qui peut paraître un peu bête, mais qui, pour moi, il faut pas minimiser. C'est que bah, c'est quelque chose de concret et de physique, quoi. mhm, Et mhm, tu donnes l'exemple de tes disques durs, mais si un jour tes disques durs, tu te les fais voler ouais, ou qui meurent dans un incendie ou mhm, quoi, bah ta création elle disparaît. Ce disque-là, moi j'en ai fait 100 exemplaires. Moi j'adore l'idée que quelqu'un l'emmène dans un autre pays, tu vois. ouais, ouais, Mais en fait, pour un peu disséminer des preuves, tu vois. ouais, c'est Genre, ça. c'est marrant. C'est drôle parce que j'ai joué à Paris dans une salle où il y avait l'ancien batteur de MGMT qui faisait un DJ set Mhm, après. Et le gars, il habite à Brooklyn. Et du coup, mhm, je lui ai dit, mais. En fait, tout de suite, je me suis dit, mais il faut qu'il y ait un de mes disques aille aux US, tu vois. ouais, trop stylé. Juste pour même le symbole, quoi. Ouais, Et te dire, bah, il va traverser l'océan, il va se retrouver sur un mhm, autre continent, ouais, et il va avoir sa vie aussi autre part. ouais, c'est vrai. Et comme moi, j'adore aussi tomber sur des trucs inconnus, des cassettes ou Oui, des qui petits viennent de nulle 45 part. Ouais. tours qui viennent. Et bah, finalement, ouais, ça correspond à mon mode d'écoute de la musique, et Mhm. j'aime bien ces histoires-là, quoi. Et Ouais, c'est ça va vrai. aussi Non, avec ce c'est que beau, tu ouais. dis, Bah, tu vois, de continuer ouais, le la côté, le création. vieil appareil de mon grand-père, Ouais, la ouais, transmission, en fait, la transmission physique et la transmission exact. organique, quoi. Ouais. Et ça, avec tous les algorithmes et tous les trucs, bah, en fait, on perd cette transmission Mhm. organique. Le pote qui, dans les années 2000, tu sais, Ouais, de bouche à oreille, t'avais gravé le dernier ouais. CD de Linkin Park, tu Puis ils vois. ont même s'ils ont tenté d'en faire des NFT, ça a même pas pris en plus, tu vois. Bah voilà, parce C'est qu'en fait, incroyable. le NFT, Ouais, il a pas la même. Je pense que les gens ne voient pas beaucoup de valeur organique dedans. ouais, C'est peut-être aussi ouais. pour ça que que c'est passé très vite et que c'est resté un effet de mode. Mm. C'est vrai. Donc, point final, un peu, ouais, finaliser une production, arriver à quelque chose Ouais, et après le laisser vivre, en faire partie aussi de cette vie en fait aussi, parce que toi tu interagis toujours avec ta musique et avec les gens qui interagissent avec. Donc c'est et un surtout point d'échange. trouver un processus de création qui t'est propre et Mm. aussi un produit ou une forme qui t'est propre, Exactement. une communication qui Ouais, t'est propre. De pas forcer une communication qui te correspond ouais, pas et de vouloir faire comme les ouais. autres parce que les gens vont voir si c'est Mhm. faux et si ça repose. Et puis continuer dans la direction, même si ça paraît difficile, pas forcément s'éparpiller parce que on croit qu'on va apprendre des choses en s'éparpillant. Euh, Se concentrer et aller vraiment peut-être aller chercher plus loin sur ce qu'on peut faire, Ouais, là où on est bon. se faire confiance en fait, hein. Se faire confiance, ouais, tout Mais simplement. c'est pas évident, surtout quand tu passes par des périodes de doute plus globales dans ta Ouais, vie, tu vois. Genre, ouais. si t'as pas les moyens mentaux, psychiques, on va dire, de te dire Mhm, bah, je fais confiance dans ce que je vais créer, dans ce que mhm. je vais faire, c'est très difficile d'être disponible pour créer et pour. Ouais. Mais bon, on est bien arrivé, moi je trouve, en 3 ans, et c'est bien. Après, là, il faut un peu plus de validation. Moi, j'attends encore un peu plus, justement, de faire vivre ce genre de projet Hmm. après. C'est là, il finit tout sur YouTube. J'ai pu quand même, là, on a fait un film en 48 heures, et donc, ouais, c'était projeté au cinéma. Ça, c'était déjà Ouais. quand même cool. Il y a des gens qui l'ont vu et tout ça. On a même Et gagné. toi, ça serait quoi les objectifs de réalisation, on va dire,
concrète, tu vois. Ça serait quoi ton vinyle à toi dans ce que tu fais? Bah, j'aimerais bien faire un documentaire, là, j'ai l'idée de faire un documentaire sur la Suisse, j'aimerais bien, que ce soit un documentaire, 52 minutes, quelque chose comme ça, et que ce soit diffusé sur la RTS, un truc comme ça, ce serait sympa. Et donc, c'est quelque chose, mais il faut que je m'entoure. Parce que toi, tu vois, t'as bien réussi de t'entourer. Moi, il faut que je m'entoure aussi, genre... Il y a peut-être même plus besoin de s'entourer dans ce que tu fais. Exactement, complètement. Dans ce que je fais. Bah, pour la musique, je sais que tu es là et je sais aussi d'autres personnes avec qui je pourrais travailler pour le son et tout ça. Mais par exemple, pour l'écriture, la recherche journalistique, je sais pas faire. Moi, ça m'emmerde. C'est un métier, ouais. J'aime pas forcément ça. L'écriture, j'aime bien la garder parce que j'aime bien. Mais toute la partie recherche journalistique et toute la partie production, bon. Moi, je vais aller filmer sur le terrain et qu'on me dise là, c'est un gars, il est intéressant, il fait ci, et puis en fait, il fait ça, et puis là, c'est intéressant, là, c'est beau, et puis après, une heure plus tard, on doit aller là et tout. Et moi, je filme et je fais tout ce qu'il faut parce que c'est là que je suis bon et que j'aime bien faire ça. Donc, je demanderai à Lucie de produire, de faire la production. Ah bah ouais, pourquoi pas, elle adorerait, je pense. Bah écoute, peut-être qu'on fait un petit mot sur le cadre du jour, comme on fait traditionnellement. C'est vrai. On le faisait au début normalement, mais ou le milieu, je sais plus. Mais du coup là, nous sommes au Raccoon Studio. Au Raccoon Studio, c'est un cocon de création. C'est un peu une blague d'où ça vient cette histoire de Raccoon, mais finalement c'est comme ça que j'ai laissé le nom s'instaurer comme ça. Mais c'est chez moi, c'est mon home studio. Et une acoustique de qualité. Une acoustique un peu tamisée parce que c'est ce que j'aime. Et puis donc ce côté mansardé parce que je voulais retrouver mon grenier. Voilà. Moi je propose qu'on se donne rendez-vous dans 3 ans alors. On se donne rendez-vous dans 3 ans. Peut-être avant, le cadre. Dans 3 ans, ce sera le 4-5, tu vois, il y en aura un autre. Ouais. Ah non, parce que là c'est le 4 du coup. Ouais. Et dans 3 ans, ça sera le cadre 6. Voilà. Mais c'est une série vraiment unique, vraiment très rare aussi. Donc profitez-en. Ouais, et puis ça permet de faire le point. Ouais, c'est vrai. En fait, ce serait marrant d'en faire plein et après de les revoir et de voir les états d'esprit des moments et de... Ah, mais c'est l'idée, hein. Je pense que ça peut être bien.